Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui marquent le pas avec sans doute un manque de conviction à ce stade après un rebond déjà significatif et spectaculaire même pour les indices actions. La plupart des indices actions sont revenus sur les niveaux d'avant-guerre, les niveaux d'avant le 24 février dernier. La guerre dure depuis 1 mois désormais sur le terrain militaire et la crise géopolitique ne s'est absolument pas détendue depuis. Le marché est attentif et sera attentif aux différentes déclarations qui suivront dans les prochaines heures et jusqu'à demain à l'issue des sommets qui vont se tenir en Europe. Sommet de l'OTAN aujourd'hui avec un format G7 également qui est prévu en présence de Joe Biden bien sûr sur place en Europe et puis un conseil européen également avec beaucoup de sujets à la clé et notamment la question énergétique. Comment est-ce que les Européens vont faire face à la nouvelle exigence de Vladimir Poutine, pétrole contre rouble. C'est l'exigence qui a été formulée hier par le président russe. Voilà donc pour la situation de marché des indices actions en Europe qui sont à l'équilibre à mi-séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Eva Ben Saadi. Et puis dans ce contexte, comment envisager une tactique, voire une stratégie d'investissement. Nous en parlerons avec nos invités à suivre dans cette demi-heure, notamment Franklin Pichard qui sera avec nous en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Mais d'abord, les infos clés du jour, à mi-séance en Europe, des marchés qui marquent le pas, les infos clés avec Eva Ben Saadi. Le CAC 40 aussi autour de l'équilibre à la mi-journée. La bourse de Paris se montre hésitante avant plusieurs réunions qui pourraient déboucher sur de nouvelles sanctions contre la Russie. Joe Biden, vous le savez, doit assister ce jeudi à des réunions de l'OTAN et du G7. Les investisseurs, comme depuis le début de la semaine, restent aussi très attentifs à l'évolution des cours du pétrole. Les États-Unis et l'Union européenne se rapprochant de plus en plus d'un accord destiné à réduire la dépendance de l'Union au gaz et au pétrole russe. Au-delà d'éventuelles nouvelles sanctions contre la Russie, Vladimir Poutine a indiqué, lui, hier, que Moscou demandera désormais que les paiements pour le gaz russe soient effectués en roubles. Du côté des données macroéconomiques, pas vraiment de surprise pour le marché. La croissance de l'activité dans le secteur privé en zone euro ralentit. L'indice PMI manufacturier recule de 1,2 points à 57 points en première estimation de mars, son plus bas niveau depuis 14 mois. En France, le climat des affaires se dégrade nettement, lui aussi en mars, selon l'INSEE, qui perd 6 points pour s'établir à 107 points. À suivre également aujourd'hui les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, ainsi que les commandes de biens durables du mois de février. Dans l'actualité des valeurs à Paris, Thales en forte hausse à la mi-journée dans un contexte géopolitique particulier. Engie qui répond à la Russie. Le groupe a fait savoir que ses contrats avec Gazprom prévoient des paiements du gaz en euros, ajoutant qu'il n'y a pas de clause permettant aux vendeurs de changer de devise. Total Energy aussi qui profite de la hausse des cours du pétrole. On suivra également aujourd'hui Renault qui annonce que son conseil d'administration a acté la suspension des activités de son usine de Moscou. Le groupe a aussi indiqué qu'il évaluait ses options concernant sa participation de 68% dans le constructeur automobile russe Avtovaz. Sanofi qui de son côté va arrêter toute nouvelle dépense non liée à l'approvisionnement de ses médicaments essentiels et vaccins en Russie. Du côté de la Russie aussi, Danone, lui, maintiendra quelques-unes de ses activités en Russie, notamment sa production locale de produits laitiers et de nutrition infantile essentielle. Enfin, on termine par Carrefour qui annonce avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire pour un montant total de 1,5 milliard d'euros. Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart et c'est Eva Ben Saadi qui nous accompagne cette semaine.
Et c'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous à distance, en visio, depuis Genève, pour entamer cette émission, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Pétrole contre rouble, c'est donc la nouvelle exigence, la dernière exigence formulée par Vladimir Poutine hier vis-à-vis des Européens. Que penser de cette exigence formulée par le président russe ? Quels sont les objectifs poursuivis potentiellement par Poutine avec cette exigence, et quelles peuvent être les conséquences de ce changement des termes du contrat, si on peut le dire ainsi? Il y a beaucoup d'incertitudes et on vient de l'entendre, pas ou très peu de base légale pour que de tels contrats soient modifiés. Et il faut y voir probablement également une forme de communication à l'intention de son audience domestique, d'essayer de fixer les règles. Je crois que le vrai sujet aujourd'hui, c'est malgré tout ça, malgré ces incertitudes, une forme de stabilité dans la devise qui, là non plus, n'est pas très claire. On voit mal encore ce qui se passe vraiment en termes de flux. On est censé avoir des sanctions, rappelons-le, très fortes, avec quelques banques exemptées de cette exclusion du système SWIFT, mais dans l'ensemble, une devise russe qui devrait être beaucoup plus affectée, au minimum en termes de volatilité et peut-être aussi en termes de pression baissière. Ce n'est pas le cas. On sait et on devine par des éléments un peu plus anecdotiques qu'il y a des fuites, entre guillemets, dans le sens où toutes ces sanctions ne sont pas complètement mises en œuvre et peuvent être contournées par un certain nombre d'entités privées ou semi-publiques en Russie, y compris via des filiales. Tout ça est très compliqué. On est dans cet entre-deux, dans les négociations, dans les sanctions, dans leur mise en œuvre, dans l'effet sur les marchés. Et je crois que c'est ce qui explique ce manque de visibilité aujourd'hui sur les marchés en général et sur les prochains jours qui peuvent malgré tout encore faire changer les directions des négociations. Et il y a donc encore des échappatoires dans le régime de sanctions mis en place par les Occidentaux, des échappatoires qui sont également peut-être des portes que les Européens et les Américains vont devoir ou pouvoir fermer à un moment. La série de sommets qui commence aujourd'hui va traiter de ces questions, j'imagine, Frédéric. Absolument, c'est ce qu'on comprend. Tant qu'on aura un certain nombre de lignes rouges que des pays comme l'Allemagne et d'autres ne voudront pas franchir, en l'occurrence un embargo total sur les importations énergétiques de Russie, dans cette gradation des sanctions, on peut probablement aller plus loin. Sur la base de celles qui ont été annoncées, effectivement, peut-être même, pourquoi pas, exclure encore les quelques banques comme Gazprom Bank ou d'autres de ces systèmes, aller plus loin dans le cadre qui existe aujourd'hui, aller peut-être plus loin dans les contrôles de capitaux, dans les mesures également très fortes, déjà, qui sont mises en œuvre à l'encontre de toutes les officiels russes et leurs proches. Et j'ai l'impression que c'est dans ce cadre encore intermédiaire qu'on va opérer, avec dans le même temps d'autres mesures très importantes, en l'occurrence aujourd'hui en Allemagne, mais d'autres pays vont suivre, de mesures budgétaires, de régulation, peut-être même d'intervention directe sur certains marchés, pour réguler les prix et aider le consommateur en premier lieu à réduire cette facture énergétique. Quand on regarde les actifs russes, donc le rouble effectivement, qui reste entre guillemets soutenu aujourd'hui, Frédéric, on a vu également la réouverture d'une partie des actions russes cotées à la bourse de Moscou ce matin. La fermeture datait du 24 février dernier, quasiment un mois de fermeture pour la bourse de Moscou qui rouvre partiellement, en tout cas pour une trentaine de titres cotés. On a vu un rebond de l'ordre de 8% à l'ouverture pour les actions russes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ce mouvement qui peut intuitivement en tout cas paraître paradoxal? Non, pas grand-chose, le signal est de toute façon brouillé, les volumes sont extrêmement faibles et surtout les contrôles de capitaux sont toujours en place. On ne peut pas faire de short selling, on ne peut pas, même si on pouvait vendre une partie de son exposition en tant qu'investisseur étranger, on ne pourrait pas retirer et rapatrier ses capitaux. Donc de toute façon, pour le moment, on est aussi un petit peu en stand-by. C'est une stabilisation en trompe-l'œil ou un léger rebond en trompe-l'œil. C'est un processus qui va prendre du temps. On peut difficilement imaginer la Russie rester complètement exclue du système monétaire financier international pour toujours. Et un jour viendra, contrairement à 1998 où les conséquences ont pu être perçues immédiatement sur un certain nombre de classes d'actifs, des actions jusqu'à la dette, c'est un processus aujourd'hui qui va prendre plus de temps. La réouverture, la levée des contrôles de capitaux qui sont pour le coup à l'initiative de la Russie et de la Banque centrale viendront un jour, dans des semaines, des mois, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, le prix sera cette fois révélateur réellement de l'état des perspectives de croissance tout simplement et d'activité en Russie. Et probablement
plus bas que ce qu'on on observe aujourd'hui sur les écrans. Si on regarde la partie européenne, Frédéric, alors on a eu les enquêtes de conjoncture PMI notamment, mais des enquêtes domestiques également pour la France par exemple, qui portent sur l'activité du mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces premières estimations? Est-ce qu'elles traduisent en partie au moins le choc, le surchoc inflationniste lié à la crise russe et la guerre en Ukraine? Oui, vous avez raison, c'est d'ailleurs le seul signal que je retiendrai vraiment de ces enquêtes. On a une forme de résilience. C'est vrai que le marché du travail est toujours en train de s'améliorer dans l'immense majorité des pays de la zone euro. Le secteur des services n'est pas directement affecté à ce stade avec une facture énergétique qui reste gérable. On l'a dit, il va y avoir des mesures aussi de compensation. Donc on a une forme de résilience en apparence, mais en réalité, les indicateurs de nouvelles commandes, la gestion de stock, les temps de livraison continuent ou recommencent à se détériorer. Et ça, en plus d'un cocktail explosif évidemment qu'on connaît, de remontées très fortes de toute une gamme de prix de matières premières, c'est de nature effectivement à alimenter et j'allais dire à amplifier des tensions inflationnistes dont on espérait qu'elles allaient au contraire commencer à se calmer il y a 1 ou 2 mois. C'est en façade en tout cas des indicateurs qui vont conforter notamment la Banque Centrale Européenne dans sa volonté de normaliser la politique monétaire dès qu'elle pourra cette année. Je doute néanmoins que dans les mois qui viennent, les conditions d'activité cette fois vraiment, de confiance, d'investissement et voire même, pourquoi pas, de marché du travail à terme, soient de nature à maintenir dans cet état de confiance et peut-être au contraire pourrait la faire réévaluer la situation dans les mois qui viennent. Bon, on suit avec attention évidemment l'action des banques centrales, beaucoup de prises de parole cette semaine de grands banquiers centraux américains et européens, et puis les prochaines réunions qui arriveront dans quelques semaines, mi-avril je crois pour la BCE et début mai pour la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine. Sur le plan des marchés, Frédéric, quelle analyse vous faites alors de ce qui est quand même un rebond assez spectaculaire des indices actions. Les indices actions majeurs en Europe, aux États-Unis, sont revenus sur leur niveau d'avant-guerre, les niveaux qui prévalaient avant le 24 février dernier, alors que la tension géopolitique et militaire est toujours là, bien en place, à un niveau très élevé. Et dans le même temps, vous l'avez évoqué avec la BCE, mais c'est encore plus vrai avec la Fed, on a une volonté persistante des banques centrales de normaliser, même peut-être de normaliser au plus vite quand il s'agit de la Réserve fédérale américaine. Le rebond des indices actions s'est accompagné d'un mouvement de remontée des rendements obligataires, de correction du marché obligataire qui a été assez fort encore ces derniers jours. Comment vous regardez cette situation, cette dynamique et cet équilibre ? C'est un équilibre qui me semble fragile dans les flux qu'on voit, dans les aspects techniques qui ont accompagné le rebond. Il y a un manque de conviction. Alors, ne serait-ce que parce que tout le monde aujourd'hui est inquiet et que le sentiment est extrêmement bearish, négatif, peut-être que ça suffit à justifier des rebonds dès qu'on a le moindre espoir d'une résolution dans le conflit. C'est une première chose. La deuxième, c'est qu'on approche aussi de la fin du trimestre et qu'on est dans une configuration aujourd'hui relativement inédite, en tout cas très rare historiquement, avec le pire trimestre dans l'histoire des titres obligataires aux États-Unis, notamment du Trésor américain, sur le trimestre, un début d'année qui n'a jamais été aussi catastrophique pour la classe d'actifs obligataires en général. Et dans ce cas-là, vous pourrez avoir aussi en fin de trimestre des flux de rebalancing, de rééquilibrage des grands investisseurs qui sont forcés de le faire et qui pourraient être beaucoup plus importants que d'habitude. Donc il y a beaucoup de bruit, mais in fine, c'est surtout un scénario très binaire. On a une récession où on y échappe. Dans un cas de récession, il faudra à nouveau revoir, et cette fois peut-être plus drastiquement, les prévisions de profit et de marge. Dans un scénario où on y échappe, l'idée du marché quelque part et des investisseurs dominante toujours, c'est que ces marges, même si l'inflation va accélérer et rester longtemps élevée, peuvent permettre d'absorber une partie du choc, d'autant que le consommateur américain et même européen bénéficie d'un véritable coussin très important, malgré tout, d'épargne accumulée pendant la pandémie. Donc il y a une forme de bifurcation des marchés aujourd'hui, après la fin de trimestre, qui peut entraîner un peu de bruit et d'ajustement, qui à mon avis va être difficile à gérer, si ce n'est qu'il y a toujours l'espoir, bien sûr, qu'on ait quand même une résolution qui prendra du temps, et que dans ce cas-là, le scénario le plus favorable émerge dans une configuration de marché très bearish où le positionnement peut être là aussi susceptible d'entraîner un rebond et pourquoi pas, on l'espère, un peu plus durable.
Dans les points positifs, on peut le dire d'un mot, Frédéric, je ne sais pas, c'est sans doute rassurant de constater que les spreads souverains européens ne s'écartent pas trop et même restent relativement stables à des niveaux corrects, acceptables. Hein. Je pense au spread italien versus Bund, bien sûr, que tout le monde regarde de près. Comment on explique d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus d'écartement sur ces spreads européens aujourd'hui, Frédéric ? Je crois que l'explication la plus simple est souvent la meilleure et que c'est encore le cas. Les obligations de l'Europe du Sud, aujourd'hui de l'Europe périphérique, sont devenues des facteurs de risque de taux d'intérêt, mais plus de crédit. Donc si vous allez à pousser cet argument à l'extrême, c'est quasiment un safe haven, un actif sans risque vers lequel on peut au contraire aller en temps de crise et de stress. On n'en est pas là, le stress peut revenir en Italie, on peut avoir une crise politique à tout moment ou l'année prochaine quand le Premier ministre est amené à quitter le gouvernement probablement, mais fondamentalement, l'Europe aujourd'hui apporte des réponses, d'abord une forme de solidarité, y compris budgétaire, et des formes de réponses communes à des chocs asymétriques, à des chocs exogènes, à une crise, à une guerre. Et ça change tout. On n'imagine pas la BCE, malgré sa volonté de normaliser la politique monétaire, laisser les spreads italiens décalés, et ça reste l'hypothèse centrale du marché. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ça va quand même la conforter aussi, hein, dans l'idée peut-être même d'accélérer la normalisation et que ça peut être un aspect à double tranchant et qu'il peut y avoir un peu de complaisance. Mais in fine, même si ces spreads s'écartent, je crois que vraiment cette hypothèse implicite du marché très forte aujourd'hui, c'est que l'Europe a tourné la page du risque d'une sortie, par exemple, ou d'une explosion de la zone euro pour toujours, et qu'au contraire, les réponses sont maintenant collectives, communes, même en cas de stress, voire même de crise politique à l'avenir. Merci beaucoup Frédéric. Merci pour votre analyse de marché. Frédéric Ducrozet qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro de Pictet Wealth Management. Et nous poursuivons cette discussion de marché avec Franklin Pichard, à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour. Bienvenue. Bon, même question, état des lieux après un mois de guerre, hein, comme je le dis, sur les marchés. Bien sûr, on reste en dehors du terrain géopolitique, militaire dans cette émission Smart Bourse. Et donc, on constate un rebond significatif des indices actions européens, par exemple, qui sont revenus sur les niveaux d'avant-guerre. On peut trouver ça spectaculaire, Franklin. Ah oui, c'est totalement spectaculaire. On ne s'attendait pas du tout à ça. Un niveau de résilience des marchés absolument impossible à anticiper. Vous le disiez à l'instant, le 24 février, premier jour de l'offensive russe, le marché a clôturé à 6521. Au moment où on se parle, on est à 6560 autour. Ouais. Donc on est passé par un point bas, 5560 autour, on a repris 800 points contre toute attente. Personne n'avait pu imaginer que les marchés repartiraient comme ça. Et quand on écoute Frédéric à l'instant, on comprend mieux ces effets-là. C'est-à-dire que tout le monde est dans une ambiance quand même entre les taux, la Fed, les banquiers centraux, tout cet environnement qui pèse depuis le début de l'année. Les investisseurs ont quand même une vision un peu négative du marché, sont prêts à appuyer sur le bouton pour vendre. Et donc, dès que finalement le pire ne se produit pas, eh bien ça soulage. Et aussitôt, on les voit repartir, réinvestir et autres. Et là, on est à nouveau dans une nouvelle période de flottement. Et on voit le marché qui ouvrait en hausse ce matin, qui bascule dans le rouge ensuite. Alors, je vous suis sur Twitter et je voyais des échanges avec vos interlocuteurs sur ces fameux effets. Et ce fameux effet TINA, par exemple, qui est un acronyme qui, en français, veut dire finalement, et ça vient d'être dit à l'instant, on voit qu'on a connu la pire période obligataire depuis le début du trimestre aux États-Unis. Non seulement on gagne plus d'argent sur l'obligataire, mais on en perd. Et on en perd. Donc finalement, on se dit, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que ce marché-là. Après, il y a d'autres syndromes, hein, on ne va pas tous les énumérer, mais on ne vit qu'une fois, donc allons-y, on va investir, on va prendre des risques. Ça, ce sont les parieurs. C'est le côté YOLO, disent les jeunes. Le YOLO, disent-ils. Le FOMO, c'est attention, on est en train de rater quelque chose. Bref. Toutes ces psychologies de marché ont porté,
on a vu les trains passer, et c'est pour ça qu'on disait bien avant, ne vendez jamais la totalité d'un portefeuille, parce que le pire n'est jamais sûr, et on voit ces réactions et ces rebonds se produire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas plus avancé, la situation n'est pas meilleure, aussi bien du côté des banquiers centraux, des propos de Jérôme Powell qu'on a eu encore en début de semaine. On est véritablement dans une accumulation de sujets très très compliqués, et cette résilience des marchés au milieu de tout ça qui ne cesse de nous surprendre. Ce qui est intéressant, alors, quand on fait le bilan de ce mois boursier, entre le 24 février et aujourd'hui le 24 mars, évidemment, on regarde quelles ont été les sociétés gagnantes sur le plan boursier. Bon, le secteur de l'armement et la défense ressort évidemment en premier lieu, Thales étant l'exemple français coté au sein du CAC 40. C'est intéressant parce que je trouve que depuis 10-15 ans que je suis les marchés, on n'a jamais mis aussi facilement sur le devant de la scène un secteur qui était, pas le secteur que les gérants mettaient facilement aux yeux du public comme ça, comme étant un secteur à privilégier en termes d'investissement. C'était pas évident de dire derrière un micro ou face à ses clients, j'investis dans les armes, j'investis dans la défense, etc. Ça devient beaucoup plus acceptable visiblement aujourd'hui. Ah oui, c'était pas du tout politiquement correct que de dire à un client, je vais vous acheter du Thales parce qu'ils envoient des missiles, et que si je vous achète de l'aviation, du Dassault Aviation, vous allez acheter des Rafales qu'on arrive à vendre, qui viennent bombarder les gens. Et puis là, finalement, vous le dites, et très très justement, Grégoire, depuis le début de l'année, vous regardez la performance de ces valeurs, vous citiez Thales progresse de 58% depuis le début de l'année. Vous prenez Dassault Aviation, 44%. C'est-à-dire que la norme ESG, beaucoup l'ont mis de côté et l'ont mis sous le tapis pour le moment. Et puis on peut continuer comme ça. Vous avez le groupe italien d'aérospatial et défense italien Leonardo. Là aussi, on a 46%. Et puis je vous réserve le meilleur pour la fin, que me rappelait Ilana Zolos-Bossard qui travaille avec moi. C'est le groupe allemand Rheinmetall. 131% depuis le début de l'année. Et ça s'est fait après que le chancelier allemand Olaf Scholz ait décidé et annoncé qu'ils allaient doubler les dépenses militaires et les porter à 100 milliards. Ça devient un méga trend. Dans un monde en crise sécuritaire, on va regarder différemment ce secteur de la défense, et ça devient même peut-être une tendance structurelle, parce que l'Allemagne va dépenser des dizaines, des centaines de milliards d'euros, juste l'Allemagne, pour mettre à jour ses équipements de sécurité, de défense, d'armement, etc. Et tous les pays vont produire des efforts beaucoup plus importants qu'ils ne l'ont fait ces dernières années en matière de défense. Il y avait un papier hier de Challenge qui citait Saint Thomas d'Aquin, et qui est en train de devenir la référence des marchés et des gérants de portefeuille, qui dit que pour que la cause de la guerre soit juste, il faut que son but soit de faire triompher le bien commun. Donc finalement, on ne fabrique plus des bombes pour tuer, pour détruire. On fait ça pour protéger. On est dans le défensif a priori, donc on se cache derrière son petit doigt. Mais au moins, ça va donner une bonne conscience aux gestions pour ne pas passer à côté de ces budgets qui sont votés et de voir tous ces titres qui vont continuer de progresser vraisemblablement. Franklin, cette semaine, vous avez publié à l'attention de vos clients une liste de sociétés qui vous paraissent intéressantes pour investir, une liste de sociétés américaines. Est-ce qu'il faut comprendre déjà que quand on a un peu de cash et qu'on a l'appétit pour investir ou réinvestir les actions aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'il faut déjà mieux le faire côté américain? En tout cas, est-ce que c'est là qu'on trouve peut-être les idées les plus pertinentes ou avec lesquelles on peut être le plus confortable aujourd'hui? Oui, voilà, c'est ça. C'est une succession d'échanges qu'on a avec des sociétés de gestion qui viennent nous présenter des fonds très, très ouverts, et à chaque fois, on leur repose cette question sur leur pondération Europe-États-Unis. Et finalement, il ressort de ces discussions que ça a été dit par Frédéric, ça doit être dit par vos autres invités. On a quand même une situation en Europe qui va être terriblement bloquée. On a actuellement à Bruxelles des discussions pour encore remettre un tour de vis sur les sanctions. Il faudra derrière gérer toutes ces sanctions, et
ça aura un impact, on le voit, sur l'économie, la croissance, etc., etc. Donc, on reste bien évidemment sur nos valeurs européennes et françaises a fortiori, mais le cash qu'on utilise, comme vous le disiez justement, on regarde plutôt du côté des États-Unis. Parce que là aussi, on revoit les grands mouvements de marché auxquels on a pu assister dans le temps, dans l'histoire. Les États-Unis repartent toujours les premiers, plus forts, plus vite et plus haut. Donc, il n'y a pas de raison que cette fois-ci, malgré l'inflation qu'ils ont, parce que de toute façon, tous les problèmes qu'ils auront, on les aura et on sera solidaire de ce côté-là. Et donc, on les prendra de plein fouet. Donc, autant quand même avoir une poche. Alors, on n'a pas voulu être plus malin que les autres. On a préféré rester sur des larges caps américaines et faire un petit lit de ces titres-là qui vont constituer une proportion et une pondération très importante dans les portefeuilles. Les valeurs de fonds de portefeuille, là, c'est ça. Ce sera vraiment des fonds de portefeuille. Ce sera Alphabet, donc l'ex-Google, ce sera Amazon, ce sera Apple, en plus des valeurs un peu, pour Apple, entre autres, qui sont moins sensibles à l'évolution des taux. Et puis, on continue. Berkshire Hathaway, qui fait plus de 10% depuis le début de l'année, quand même, il faut le signaler. Et puis, on continue avec du Microsoft, Nike, qui a publié il y a 2 jours des résultats au-dessus avec les ventes en ligne et qui prennent le relais. Et puis, un marketing incroyable. Je passe tous les matins devant les Champs-Élysées, devant la boutique Nike. Il y a 200 personnes qui attendent devant la boutique Nike tous les matins. Il y a un marketing incroyable. Et puis, Nvidia, évidemment, qu'on continue d'acheter, qui est le pendant d'ASML qu'on achète, nous, en Europe aussi. Et puis, Salesforce pour la sécurité informatique. Donc, les grandes blue chips, les grandes valeurs américaines. Des piliers de la bourse américaine qui sont en retrait par rapport au 19 novembre, toujours, qui était le point culminant pour celles qui en font partie du Nasdaq. Et on veut avoir ces titres-là en portefeuille pour avoir un socle qui nous aidera quand on y verra un peu plus clair. Frédéric vient de le dire aussi, et vous en avez parlé, on va avoir dans moins d'un mois maintenant les publications du premier trimestre. Là, on parlera du marché action. Le marché obligataire, on a fait l'état des lieux précédemment. Je pense qu'on va avoir un peu des soucis. En tout cas, on aura un discours qui sera beaucoup... C'est difficile d'imaginer des très très bonnes nouvelles. Il n'y aura pas de bonnes nouvelles. Et puis du côté des valeurs, on voit Total monte aujourd'hui, mais quid si jamais, après avoir dit qu'on payait le pétrole en roubles, on dira on va nationaliser ou on va récupérer vos infrastructures en Russie si vous ne revenez pas tout de suite les exploiter. Donc il y aura un effet négatif sur toutes ces valeurs-là, sur un éventuel effet d'annonce. Et à contrario, il est vrai que ces titres-là aujourd'hui continuent d'avoir cette chape de plomb dessus qui les empêcherait effectivement de croître. Et puis on évoquait pour Total aussi cette décision qui a été prise en Italie de taxer les super profits. Les profits excessifs, ce serait un double effet qui se coule si à la fois on taxe les profits et que ces titres ces sociétés se voient confisquer leurs actifs en Russie. Merci beaucoup Franklin, merci de venir toutes les 2 semaines, le jeudi, pour discuter du marché avec nous. Franklin Pichard qui était à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismart.